Notre enquête commence sur ces collines du sud-ouest de la France. Près de Carcassonne, le village de Bugarache. 200 habitants. Jusqu'ici, tout semblait tranquille. Mais depuis quelques mois, une rumeur s'est abattue au cœur de la vallée. Le maire, Jean-Pierre Delors, est submergé de messages inquiétants. Je montre la lettre, la lettre. Fin de l'illuminé. Voilà, on l'a reçue la semaine dernière. Donc elle voudrait prendre contact avec nous. Elle dit que la fin du monde arrive et donc qu'elle a besoin de notre aide pour contacter la base militaire des extraterrestres. Hein Ça va pas. Et donc elle dit que c'est la fin et je voudrais un contact avec vous et les extraterrestres. Elle répète. Voilà. La lettre d'une illuminée, cela prêterait à sourire. Mais des messages comme celui-ci, le maire en a reçu des dizaines. Et aujourd'hui encore, il en a plein son répondeur. Mairie de Bugarache, bonjour. Oui, bonjour, sans me déranger. Je vous appelle pour savoir si une abri anti-atomique était créé à Bugarache pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Des messages, des courriers parfois accompagnés de photos encore plus surprenantes. C'est quelque chose, hein. Un engin qui pourrait être le fait des extraterrestres. Je me suis incapable de dire si elle est authentique ou si c'est un montage. Hein. Je ne sais pas du tout. Hein. Au cœur de ces messages plus ou moins farfelus, une peur, celle de la fin du monde. Quel est le rapport entre Bugarache et l'apocalypse? Comment ce petit village s'est-il retrouvé au centre des rumeurs les plus folles? Tout commence sur Internet, avec le calendrier d'une civilisation disparue au Xe siècle, les Mayas. Ce calendrier prend fin en 2012. Très vite, des amateurs d'ésotérisme l'interprètent comme étant l'annonce de la fin du monde. Hollywood s'empare de la légende et en fait un film catastrophe. Puis tout s'enchaîne, livres, conférences, théories fumeuses. La prophétie Maya fait de plus en plus d'adeptes. Ces croyances sont alimentées par les récentes catastrophes naturelles. Tremblements de terre, tsunamis, autant de signes pour les millions de gens persuadés que la fin du monde aura lieu le 21 décembre 2012. Pour certains adeptes de cette théorie, quelques endroits de la planète comme Bugarache échapperont à l'apocalypse. Pour le maire du petit village, il ne s'agit pas vraiment d'une bonne nouvelle. Avec cette rumeur, il risque de voir Bugarache envahi par des milliers d'illuminés de la fin du monde. Moi, franchement, j'y crois pas du tout. Hein. Moi, j'espère que oui, qu'on va vers un nouveau monde, mais il faut pas que ça perturbe l'équilibre social d'un village. Voilà, c'est tout. Et je fais plus que craindre, puisque j'ai alerté les autorités préfectorales pour leur dire qu'ils veuillent bien être attentifs à ce phénomène. Si Bugarache se retrouve au centre des théories sur la fin du monde, c'est aussi à cause de cette montagne. Dominant le village, son pic aurait des pouvoirs magiques et échapperait à l'apocalypse. Les adeptes de la fin du monde en ont déjà fait un lieu de pèlerinage où les villageois retrouvent parfois d'étranges objets. C'est quoi tout ça là? Oh là là, mais c'est ce que nous avons trouvé dans le pic. Ça, c'était dans une cavité, avec des bougies, et voilà, et donc les gens venaient se recueillir. Des cérémonies, on en a vu, hein. Oui, des gens qui, par exemple, sont habillés tout en blanc, tu vois, en bure, là, et qui font des processions, qui font des sortes de baptêmes au lac. Cette année, au mois de juin, on a vu la marche du silence, par exemple, où il y avait 150 personnes qui suivaient, et sans parler, les unes derrière les autres. Qui sont ces disciples de la fin du monde? Faut-il en rire ou craindre ces prophéties? Comment certaines personnes ont-elles décidé de se préparer à l'apocalypse? Aux États-Unis et en France, les commandements dictés par certains guides spirituels sont-ils dangereux pour la société? Nous partirons à la rencontre de ces marchands de l'apocalypse qui profitent de la prophétie pour s'enrichir. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Retour à Bugarache, dans les Corbières, sur les flancs de la montagne soi-disant sacrée. Ouais, là l'espace est magnifique, hein? Magnifique.
Jean-Michel a 51 ans. Ce matin, il fait 4 heures de route avec sa femme et ses amis pour réaliser cette promenade purificatrice. Car il prend très au sérieux la théorie apocalyptique. Il y a un risque, oui, il y a un risque de catastrophe. S'il y a un enchaînement d'événements qui convergent au même moment, ça peut amener un nombre assez important de personnes qui vont être confrontées à des risques majeurs, avec une diminution des populations mondiales. Il peut y avoir, comme dans tout événement de crise majeure, il y a, dans une guerre, il y a des millions de morts, dans un cataclysme volcanique, il y a des milliers de morts aussi. Maintenant, savoir combien il va y avoir de morts, on ne sait pas. Mais le processus a déjà commencé. Ancien professeur de physique, Jean-Michel a arrêté de travailler il y a plusieurs années pour se consacrer à l'étude de la fin du monde. Et pour cela, il organise des sorties près de la colline sacrée de Bugarache. Donc il faut couper par là, il faut monter par là. Et là, il y a un passage qui se fait à ce niveau-là. Une randonnée particulière avec un objectif clair, sauver le monde. Arrivé sur la colline, une étrange cérémonie commence. Première étape, trouver ce qu'il appelle un point d'énergie naturelle pour entrer en contact avec les esprits de la montagne. On va essayer de ressentir un endroit où l'énergie est plus forte, tranquillement. Ben ici, là, par ici, là, par exemple, on va ici, on sent une bosse d'énergie là, qui ouais, un petit peu là, qui est une petite bosse. Une petite planche de bois, quelques pierres et des cristaux sur le sol. C'est avec cela que Jean-Michel espère convoquer les esprits et sauver la Terre de la destruction. On va se mettre en triangle comme ça. Hein, tu peux te mettre là si tu veux. Voilà. Et on va simplement rester là et on va se focaliser sur la beauté du lieu, sur la beauté, avoir des bons sentiments, se mettre au niveau du cœur. Et on peut aussi s'aider en respirant, simplement on respire. On va émettre des sons et ces sons vont harmoniser le lieu. La cérémonie va durer une demi-heure. Les participants sont censés communiquer avec la Terre et apaiser sa colère. On peut demander à nos amis ce qu'ils ont ressenti. Comment vous vous sentiez après? Ben, moi, je me sentais légère, pleine de joie, et j'avais l'impression que tu étais complètement contre moi. Les sons. Et l'énergie, je la sentais monter là, du milieu. Ces pratiques peuvent faire sourire, mais Jean-Michel, lui, ne plaisante pas. Il est convaincu d'avoir œuvré pour éviter l'apocalypse. Ça peut éviter une grosse catastrophe si beaucoup de gens se mettaient à travailler sur ces points sacrés avec des techniques différentes, importe peu, eh bien, on verrait que ça a un impact sur 2012, Et en plus, les gens en retiraient un bénéfice personnel au niveau de l'énergétique. Il y aurait moins de maladies, moins de troubles psychiques, et la Terre se régénérerait, et le passage se ferait de façon meilleure. Merci, au lieu. Voilà, on repart. Comme Jean-Michel, ils sont des centaines à venir à Bugarache. Certains adeptes cherchent même à s'y installer dans l'espoir d'échapper à la fin du monde. Alors forcément, certains ont flairé la bonne affaire. Bernard Servière est agent immobilier. Depuis 10 ans, il sillonne les routes de la région. Jusqu'ici, le marché était plutôt tranquille. Mais aujourd'hui, il reçoit des appels d'acheteurs du monde entier. Il n'avait jamais connu une telle effervescence. L'aspect fin du monde dope effectivement le marché. D'où si vous voulez, l'intérêt de certains propriétaires d'essayer de vendre, je ne dis pas à tout prix, mais de mettre la barre assez haut. Il y a de tout. Il y en a qui multiplient par 2 ou 3, effectivement. Ça me paraît tout à fait logique et humain de tenter d'obtenir un petit peu plus que ce qu'on pourrait l'estimer en temps normal. Aujourd'hui, Bernard a rendez-vous avec un exploitant forestier. Bonjour. Dominique aimerait vendre son terrain situé à Bugarache. Disons, moi j'ai cette propriété qui fait 40 hectares. D'accord, la colline là. En fait, ça va derrière, ça repasse là-haut, ça va derrière. Il y a quelques prairies ou c'est quasiment tout de l'eau? Et voilà à quoi ressemble son terrain. Des bois à perte de vue et une vieille bergerie en ruine. C'est du 40 mètres carrés, c'est à peu près? Oh, plus. Plus? Pas loin de 70. 70, tant que ça?
Une maison pas vraiment en bon état, mais pour Dominique, c'est le moment d'en profiter. Son terrain est estimé à 500 000 €, mais lui a décidé de le vendre le double, 1 million d'euros. Je l'ai mis un peu plus cher parce qu'il y a cette folie de Bugarache là. Bon, je vais essayer de profiter un peu plus, si vous voulez, de mon bien si je peux, quoi. C'est une bonne affaire pour vous, la fin du monde. Peut-être que ce sera une bonne affaire, oui, il faut voir la fin du monde. Dans le petit village de Bugarache, les agriculteurs commencent à avoir des étoiles plein les yeux. Il faut dire qu'ici, certains terrains sont partis à prix d'or. J'ai vu quand même les Anglais acheter ici des propriétés à 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix, pour une petite bagatelle, rien du tout, que ça leur a plu. Donc pourquoi pas moi, quoi. Franchement, quoi. Oui. Moi, que ce soit forestier ou pas. De toute façon, dans la ville, il est toujours permis de rêver, ça c'est clair. À l'approche de 2012, l'agent immobilier a de grandes chances de trouver des acheteurs. Dans le village, les adeptes de l'apocalypse font le tour de tous les propriétaires, de façon méthodique. Certains sont très intéressés par cette ferme et ses 25 hectares de champs proposés à 470 000 €. Elle appartient à Michel, un agriculteur, qui a vu défiler quelques illuminés chez lui. Ici, il y en a partout. Il y a des gens qui souhaitent être près du pic par rapport aux énergies, etc. Certains pensent que s'ils sont là, ils vont survivre, quoi. Si Michel est souvent sollicité pour cette petite maison qui ne paye pas de mine, c'est qu'elle a un atout majeur. Une vue imprenable sur la fameuse montagne. Pour quelqu'un qui veut venir exercer une activité ésotérique, on va dire, il n'y a absolument aucun souci. Effectivement, c'est le plus, c'est de pouvoir regarder, d'avoir le pic en direct. Quand tu vois ça, les gens, qu'est-ce qu'ils... Ah ben, ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés. Ils me demandent même pourquoi je veux partir. Mais moi, je leur réponds simplement que si je dois survivre ici, en 2012, avec 300 000 personnes, je préfère mourir tout seul en ma famille. Je peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà. Si ça va être vrai, je veux pas les voir se manger entre eux. Ici, bon sens paysan oblige, on croit davantage aux bonnes affaires qu'à la fin du monde. Et on a du mal à prendre au sérieux les projets des adeptes de l'apocalypse. Bon, ce sont des gens, moi je dirais différents, farfelus, oui. Histoire de bunker. Oui, voilà, oui, les bunkers, oui, effectivement. Il y a effectivement des personnes qui veulent construire des bunkers donc de façon à se protéger de on ne sait quoi. D'autres, ce sont des yourtes, mais ça me paraît un peu moins farfelu, ou des chalets bois. Tout ça, c'est de la construction écolo, si vous voulez. Le farfelu, effectivement, ça peut être la construction de bunkers. Parce que si la fin du monde doit intervenir, il faudra que les murs du bunker soient très, 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 très épais. Mais derrière ces projets étranges se cachent parfois des adeptes qui ont décidé de se lancer dans le business de la fin du monde. Car l'apocalypse, cela peut rapporter gros. Ces hommes et ces femmes d'affaires n'aiment pas les journalistes. C'est pourquoi nous utilisons une caméra cachée pour la suite de notre enquête. À quelques kilomètres de Bugarache, nous nous rendons chez un certain Joseph. Bonjour. Joseph a flairé le bon filon. 2012, il en a fait son gagne-pain. Ce commerçant d'un nouveau genre a transformé sa maison en boutique ésotérique. À l'intérieur, il vend les fameux cristaux utilisés par les randonneurs sur le pic de Bugarache. Le cristal, c'est vraiment l'outil magique. Tu veux nettoyer ta pomme, tu veux donner de l'énergie à ton chat, tu veux réénergétiser ton corps, voilà, ce que tu veux. Plus tu prends un gros cristal, plus ça va être cher, parce que c'est lourd, parce que après, normalement, plus il est transparent, plus il est cher. Voilà, après si tu veux ça coûte combien, tu peux avoir celui-là 52. Mais ce qui rapporte le plus à Joseph, ce sont les stages qu'il organise pour préparer les adeptes à survivre à la fin du monde. Car d'après lui, seuls ceux qui auront purifié leur âme auront une chance de s'en sortir. Tu aides les gens, toi, à se préparer à 2012 ? Ah bah oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Quand tu parles de stage, il consiste en quoi ? Alors, je propose 2 jours de conscience du cristal. Donc là, en 2 jours, on dénoue, si tu veux, il y a des nœuds dans l'âme, liés aux vies qu'on a eues, aux agressions, aux souffrances, à tout ça. Et là, lors des soins, avec les cristaux, le son, le verbe, ting, 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 tout se dénoue. Et après, on fait des stages de 7 jours dans la région,
où on va découvrir ou redécouvrir les lieux, méditer, utiliser des cristaux, connecter avec les fées, faire des petites baignades par-ci par-là, aller voir des temples naturels, aller voir des églises, des châteaux. Ces stages de 7 jours coûtent 650 €, repas et logement non compris. Une affaire très rentable. Et même si cela peut ressembler à un attrape-nigo, cela n'a rien d'illégal. Si Joseph a créé un petit commerce local, d'autres sont à la tête d'un business à beaucoup plus grande échelle. C'est le cas de Gilles Cinquin, la star des stages de préparation à la fin du monde. À bord de son camping-car, il sillonne tout le pays avec sa compagne pour prodiguer ses méthodes. On peut dire que ça fait au moins 3 fois, au moins 4 fois même, que je fais le Tour de France. Nathalie, ça fait 2 fois hein, qu'on fait le Tour de France, oui. Parce que même il y a des périodes où j'étais carrément 3 mois sans revenir à la maison, quoi. Ah, c'était ma maison, le camping-car. Ce jour-là, Gilles Cinquin se rend à Paris. Il doit y tenir une conférence. Le thème, se préparer pour la fin du monde en 2012. Il en a même écrit un livre, un best-seller des librairies ésotériques. Une performance pour un écrivain qui a commencé sa carrière comme plombier. C'est vrai que je suis un autodidacte, j'ai fait aucune étude, je fais encore des fautes, mais tout le monde me pardonne. Si je fais une dédicace et qu'il y a une faute dedans, bon, c'est le cœur qui fonctionne avant tout. Les personnes donc vont pas être là en train de regarder, il a fait une faute. Tout le monde sait que je fais des fautes aussi de diction à mes conférences, mais comme l'amour est là, ça passe. Ce soir-là, la salle est pleine. 70 personnes venues écouter ses théories. Sa méthode pour conquérir l'auditoire, relier les problèmes du quotidien à l'imminence de la fin du monde. En clair, si vous n'allez pas bien, c'est à cause du grand chambardement à venir. Vous avez pu remarquer pour certains les douleurs. Vous avez pu remarquer depuis novembre qu'on les avait au ventre. Hein? Alors depuis novembre, flatulence, douleur, c'est un petit peu pour paraphraser un peu le Christ quand il disait eh bien, quand vous verrez les douleurs, vous aurez les douleurs de l'enfantement, vous saurez que le temps arrive. Et en aparté, il met en garde les sceptiques. Ceux qui négligeraient ces théories avant l'apocalypse risquent des maladies encore plus graves. Surtout, les gens, je dirais, actuellement, sont de plus en plus malades. Il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus de cancers du sein, de choses comme ça qui se développent. Hein? Des problèmes hormonaux aussi. Complètement. Il y a de plus en plus de... Moi, c'est impressionnant quand j'entends le nombre de personnes qui, actuellement, ont des maladies fulgurantes. Même, hein, c'est rapide, quoi. C'est-à-dire que tout s'accélère. À 10 € par entrée, la soirée a été bonne pour Gilles Cinquin. Mais ce n'est que la première étape de son business. À la fin de la conférence, les participants sont conquis. Il les invite alors à s'inscrire à ces fameux stages de préparation à 2012. En quelques minutes, il affiche complet. Inscrivez-vous parce que si t'en as qui se décommandent, tu peux en avoir qui se décommandent. Ça arrive toujours sur les 3 jours. Objectif rempli pour Gilles Cinquin. La méthode est bien rodée. Les clients sont convaincus. Il y a un changement qui doit s'opérer en nous. Il y a un travail à faire. Je suis ces phénomènes depuis pas mal de temps. Et je suis absolument persuadé que ça va se généraliser. Tous ceux qui ne le savent pas encore apprendront très très rapidement. Quelques jours plus tard, je me rappelle de cette route-là. Nous retrouvons notre prêcheur de l'Apocalypse. Il se rend à Clermont-Ferrand pour animer l'un de ses fameux stages. Sur le parking de l'hôtel, des fans l'attendent avec impatience. Alors, as-tu atteint l'illumination depuis le temps Ça vient. Ça vient? Bon, ben c'est super. 30 personnes ont répondu présent. Ils ont tous payé 70 € la journée. Cette fois, c'est plus cher, car il n'est plus question de théorie, mais de pratique. Et son arme secrète pour survivre à 2012, c'est tout simplement la méditation. Vous pouvez employer la respiration neutralisante au départ. 5 inspire-expire, 5 inspire-bref, 5 inspire-expire. La méthode de Gilles Cinquin, c'est donc cela.
de simples respirations et expirations, du silence, des petits reniflements et de la méditation pendant des heures. Une petite entreprise qui ne s'arrête jamais. Au même moment, sur le parking, sa compagne propose des consultations privées dans leur camping-car. Tu veux qu'on travaille sur quelque chose de spécifique ou tu veux qu'on laisse en tous les cas la connexion se faire bon. Eh bien alors on y va, comme toi tu as l'habitude. Et là, c'est encore plus cher. 50 € non pas la journée, mais pour 1 heure. 1 heure de respiration en silence. Ce jour-là, Nathalie, sa compagne, réalisera 7 consultations. En une journée, le couple va empocher près de 2 500 €. Un joli pactole. Et ce serait comme ça 3 fois par semaine. De quoi voir venir si d'aventure la fin du monde n'avait pas lieu en 2012. Gilles Cinquin lui affirme être complètement désintéressé. Si demain je dois me retrouver dans une autre situation, je le ferai avec la même conscience et le même amour. Disons que ce que je ne recherche absolument pas, donc de me retrouver avec du monde, avec plein de monde dans les conférences. Si ça doit diminuer parce que on passe à autre chose, et bien on passe à autre chose. En attendant, le guide spirituel refuse de nous dévoiler combien lui rapportent ses affaires. D'après nos estimations, ces derniers temps, le couple pourrait empocher jusqu'à 30 000 € par mois. Profiter de l'apocalypse pour faire de l'argent, la méthode ne vient pas de chez nous. Aux États-Unis, San Pedro, à 1 heure de Los Angeles. Cet énorme paquebot vient de quitter le port. Direction le Mexique. À son bord, 4000 personnes en vacances pour 1 semaine. Piscine, jacuzzi, les touristes en maillot de bain sont aux anges. Oh mon Dieu! On est au paradis! C'est extraordinaire! Suzanne Chomsky n'est pas une passagère comme les autres. Responsable d'une agence de voyage spirituelle, elle organise une croisière très spéciale. Son thème, la fin du monde. Suzanne et sa sœur voyagent dans une suite grand luxe. Tu en penses quoi? Je trouve ça fabuleux! Moi, je trouve ça génial. Je suis vraiment fatiguée, mais ça a l'air super. Depuis 6 mois, Suzanne prépare cette croisière spéciale 2012. Sur les 4000 passagers du bateau, 250 sont venus spécialement pour elle. Au programme de leur semaine, conférences, débats sur l'apocalypse et surtout méthodes pour échapper à la fin du monde. Ce matin, ces adeptes écoutent les spécialistes invités par Suzanne. Médiums, chamans, astrologues, tous sont persuadés que 2012 marquera la fin du monde. Je veux que les gens réalisent qu'il va se passer quelque chose de très grave. Il y a de l'énergie qui arrive du cosmos vers la Terre. Ça va influencer notre vie. Ça va être tellement important que le monde va complètement changer. Pour le séjour, les participants ont déboursé en moyenne 1 300 €. C'est 2 fois le prix de la croisière classique. Mais les fidèles sont prêts à tout pour se préparer au mieux à 2012. Je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Et ici, il y a des spécialistes qui savent. Il y a des événements que je ne comprends pas, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes sur mon corps, ma vie et surtout mes enfants. Je dois donc en apprendre un maximum et me préparer le mieux possible. Pour cette croisière de préparation à 2012, Suzanne, l'organisatrice, aurait empoché un joli bénéfice. Près de 500 € par passager. Et pour faire grimper la note, elle n'est pas à court d'idées. Tout au long de la semaine, elle organise une dizaine d'excursions sur la fin du monde, payantes, évidemment. Arrivée à Puerto Vallarta, au Mexique. Le Mexique, berceau de la civilisation maya, celle qui a annoncé la fin du monde en 2012. On va dans un endroit paradisiaque. Il y a un amphithéâtre avec une scène sonorisée, tout ce qu'il faut. Ça va être une très belle cérémonie. Ce matin, la croisière de l'Apocalypse va connaître son apogée. Pour 160 € la demi-journée, Suzanne leur propose une cérémonie maya. Un rituel organisé de toutes pièces, spécialement pour eux. L'organisatrice a décidé de leur en mettre plein la vue. Les fidèles vont se préparer à la fin du monde, façon Amérique centrale,
avec déguisement, encens et musique. Ce qu'ils font là, c'est la cérémonie de la fumée purificatrice. Ils brûlent des herbes pour purifier nos champs d'énergie. Des herbes, des chants, des danses, censés protéger les fidèles de l'apocalypse. Ici, pas de méditation à la française, mais un spectacle hollywoodien. La préparation à la fin du monde est devenue prétexte à un show à l'américaine, avec de vagues ancêtres mayas pour figurants. Ça ne gêne personne, les participants y croient. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est le début d'une nouvelle ère. On rentre dans une nouvelle dimension. C'est l'apocalypse maya. La cérémonie se termine, tout le monde est entré dans la danse. Les croisiéristes sont persuadés qu'ils feront partie des survivants. Suzanne a réussi son coup. L'excursion fin du monde chez les Mayas est un succès. C'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Vraiment bien. C'est tellement plus beau, plus magique, tellement plus mystérieux que ce que je pensais. Je suis vraiment satisfaite de tout ça. Je pense que les participants vont adorer. Retour sur le paquebot. Grâce à cette excursion de quelques heures, Suzanne vient d'empocher 34 000 €. Alors elle a décidé de fêter son pactole au champagne avec toute l'équipe. Mais dans l'euphorie de la fête, elle nous fait un aveu surprenant. L'apocalypse, elle n'y a jamais cru. Je suis vraiment sûre que rien ne se passera en 2012. J'en suis même certaine. Ouais, en fait, c'est peut-être le contraire. N'importe quoi peut arriver. Oui, c'est vrai, tout peut arriver. N'importe quand, n'importe où. Un tsunami peut arriver n'importe où et n'importe quand. Je peux sortir d'ici, trébucher et mourir. On est peut-être sur le Titanic. Non, j'y crois vraiment pas à tout ça. Suzanne n'a aucun scrupule. Cette croisière n'est qu'une affaire de gros sous. En seulement 8 jours, l'organisatrice aurait empoché 200 000 € de bénéfices, un confortable jackpot. Comme beaucoup de profiteurs de l'apocalypse, Suzanne se moque des conséquences parfois dramatiques que provoquent ces théories chez certains clients. Ils s'appellent Philippe Meunière et Agnès Jardel. Ce sont les deux premières victimes françaises de l'apocalypse de 2012. Sutherland, une petite ville d'Afrique du Sud, en début d'année. Philippe est médecin, Agnès ne travaille pas. Originaires de la région parisienne, ils se sont installés ici il y a plusieurs années, dans cette ferme, loin de tout. Le couple croit à la fin du monde et pense trouver refuge dans ce pays. Comme le village français de Bugarache, l'Afrique du Sud serait, selon une théorie, préservée en cas de chaos. Les Français veulent échapper à une tragédie. Ils finissent par la provoquer. Jolene, une de leurs meilleures amies, vit à quelques kilomètres de chez eux. Elle commence à s'inquiéter l'an dernier. Ils voulaient qu'on se prépare pour la fin du monde. C'est même devenu leur obsession. Ils n'en parlaient pas tout le temps, mais on les voyait s'organiser. Ils n'arrêtaient pas. Ils mettaient des provisions de côté, de la nourriture. Leur but, c'était vraiment survivre le plus longtemps possible. En prévision de 2012, Philippe, la soixantaine, et Agnès, 55 ans, accumulent des armes. D'après Jolene, ils souhaitent construire un bunker. Mais en février dernier, quand le propriétaire de la ferme l'apprend, il décide d'expulser les deux Français. Se croyant persécutés, le couple refuse de partir. Le propriétaire appelle les policiers. À leur arrivée, Philippe, le mari, ouvre le feu. Il a pris un pistolet, il a tiré ici, pas loin de la voiture. Il a tiré, il a touché un policier. Tout le monde s'est mis à courir et un policier est parti par là. Le policier touché va mourir. Un autre est blessé. Les deux Français prennent la fuite. Pourchassés pendant quelques jours, ils finiront par se suicider. Une enquête commence. Dans leur ferme, les détectives font une étrange découverte.
Affiché au mur du salon, un poster attire leur attention. Les policiers sont arrivés et ils ont trouvé une énorme photo. C'était comme un sanctuaire. Il y avait des bougies partout. En tout cas, une chose est sûre, c'était la photo de cette femme, qu'on appelle Judy Knight. Judy Zebra Knight serait le guide spirituel du couple de Français, une grande prêtresse américaine. Depuis 23 ans, elle dirige la communauté apocalyptique la plus puissante des États-Unis, Ramtha. Un mouvement qui prône la fin du monde en 2012. Ses adeptes se comptent par milliers. Nous sommes partis sur les traces de ce groupe, direction les États-Unis. C'est ici à Yelm, près de Seattle, que se trouve le siège du mouvement. Pour la première fois, une équipe de télévision française est autorisée à filmer. Nous avons rendez-vous dans ce ranch où sont formés les adeptes, l'école. Une famille américaine a accepté de témoigner. Il est 10 h du matin et sur la pelouse du ranch, un étrange spectacle. 700 adeptes sont en stage pour une dizaine de jours dans le ranch de Ramtha. Un stage de préparation pour 2012, facturé 700 € par personne. Les stagiaires vont camper 10 jours sur un terrain sans confort. Alice, David et leur famille sont adeptes de Ramtha depuis 12 ans et chaque année, ils font au minimum un stage. Ça fait longtemps qu'on fait ça, parce que Ramtha nous a toujours dit d'être préparés. Par exemple, nous devons être capables de faire pousser notre propre nourriture, la stocker, avoir de l'eau, c'est très important aussi. C'est vraiment devenu une façon de penser et un mode de vie. Nous voulons être prêts, pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi mentalement et spirituellement pour les grands changements qui arrivent. Se préparer à la fin du monde, ça commence dans ce gymnase du ranch. Ici, on enseigne aux adeptes la méthode pour devenir médium. Les stagiaires doivent être capables de voir ce qui va se passer dans le futur pour mieux anticiper le chaos de 2012 et y survivre. La base du business Ramtha ne coûte pas cher à l'entreprise. De la méditation certes intense, les yeux bandés, sur fond de musique lancinante. Un enregistrement de la voix de la prêtresse du mouvement accompagne les adeptes pour les exercices de respiration. Très vite, les exercices mettent en transe certains disciples. La salle est chauffée par une adjointe de la grande prêtresse. Asseyez-vous sur un coussin et ça va permettre à l'énergie de s'élever facilement au-dessus de votre corps. Elle leur demande ensuite de faire un croquis. Les adeptes doivent dessiner un vœu qu'ils voudraient réaliser s'ils survivent à la grande catastrophe de 2012. Alice a choisi le trèfle à 4 feuilles pour exprimer la chance. Moi, je veux être heureuse. Le trèfle, c'est pour invoquer la prospérité, pas forcément d'un point de vue matériel, mais aussi dans les relations, l'amour, l'amitié. Je veux vraiment être bien dans ce monde. D'autres adeptes sont plus cash. Ils veulent des dollars, beaucoup de dollars. Les dessins sont ensuite ramassés et mélangés comme un jeu de cartes. Ils vont être accrochés sur les barrières de cet enclos. C'est le deuxième exercice du stage, beaucoup plus difficile. Chaque adepte doit retrouver son propre dessin, les yeux bandés, afin de travailler ses dons de médium. La force de l'esprit est censée guider cet entraînement. Alice et David n'ont aucun doute sur la méthode. Nous nous concentrons sur notre dessin, avec notre masque sur la tête, et ensuite, on marche, en laissant notre corps nous conduire vers le dessin. Mais ce jour-là, avec 700 dessins accrochés aux barrières, l'exercice est compliqué. D'autant plus qu'au milieu du terrain,
Un entraîneur hurle pour déstabiliser les stagiaires. Dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Ce jour-là, David, Alice et leurs enfants ont tourné en rond pendant 2 heures. Malgré tous leurs efforts, ils ne retrouveront pas leur dessin. Certains adeptes passent parfois près de 10 heures dans l'enclos. Cette stagiaire a eu plus de chance. Elle a réussi à mettre la main sur son dessin. Moi, je veux avoir un esprit brillant et surtout être saine et sauve en 2013. Ceux qui ont réussi l'épreuve, comme ces enfants, sont cités en exemple. On leur explique qu'ils seront sauvés de la fin du monde, puisqu'ils sont capables d'anticiper le grand chaos. En France, un homme suit de très près les agissements de ce mouvement. C'est un ancien juge d'instruction. Nous lui montrons nos images de Ramtha. C'est affligeant. C'est vraiment l'organisation à caractère sectaire par excellence. Il y a un effet de groupe, d'entraînement. On le voit bien à travers ces images que je découvre. Je ne les avais pas vues. L'ampleur du phénomène. Il y a quand même des centaines de personnes qui sont en train de se soumettre à toutes sortes d'exercices farfelus. On a l'impression qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Vous avez vu qu'il y avait des enfants? Il y a des enfants également. Vous en pensez quoi? C'est encore plus inquiétant. Retour aux États-Unis dans le ranch de Ramtha. Pour terminer la journée de stage, le mouvement organise un show spectaculaire. Blonde platine, la soixantaine, voici Judith Zebraheit. La grande prêtresse est attendue comme le Messie. Pour ses adeptes, elle détient des pouvoirs surnaturels, héritée d'une prétendue divinité mythique ayant vécu il y a 35 000 ans, Ramtha. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Pour son show, elle a rédigé un discours catastrophe. Sa dernière trouvaille, un désastre nucléaire imminent. Est-ce que je peux avoir mon clip sur 2012? Je veux vous parler de mes visions pour 2012 et du calendrier Maya. J'ai vu une très grosse partie de la planète détruite. Je sais qu'une catastrophe nucléaire va arriver en Californie, mais aussi dans l'Oregon, à New York et dans le Missouri. Et ce qui va dévaster Washington, c'est la fusion des réacteurs nucléaires avec les eaux de l'océan. Et pour finir, des incendies vont réduire à néant la côte ouest des États-Unis. Et pour appuyer son discours, elle utilise des images ou des reportages sur les catastrophes naturelles récentes et les présente comme autant de signes de la fin imminente du monde. Et ces pratiques dangereuses ne sont pas les seules utilisées par Ramtha. Pour parvenir à ses fins, Judy Zebra est capable du pire. À un quart d'heure de route du ranch, un ancien adepte a décidé de dénoncer les pratiques de Ramtha. Il s'appelle David. Et d'après lui, pendant 7 ans, le mouvement l'a instrumentalisé. Il s'est coupé de tout, a quitté femme et enfants pour rejoindre la communauté. Un jour, David a réalisé qu'on l'avait dupé. Ce que je vous montre là, c'est un ancien responsable de la secte qui me l'a donné. David a récupéré des images de stage beaucoup plus dures que ce que nous avons pu filmer. Ici, des familles entières sont lâchées les yeux bandés au milieu des bois, au risque de se blesser. Parfois, les adeptes sont emmenés dans un immense labyrinthe, avec interdiction d'en sortir tant qu'ils n'ont pas trouvé l'issue. Plus c'est difficile, plus les stagiaires se disent qu'ils ne sont pas prêts pour la fin du monde. Ce qui est désastreux avec ce type de pratique, c'est la privation des sens, une technique de lavage de cerveau que Judy Zebraheit utilise. Il te laisse dans cet état pendant 10 heures, jusqu'à l'épuisement. Et petit à petit, tu n'es plus capable de réfléchir, d'avoir ton propre raisonnement. C'est vraiment du lavage de cerveau. Pour moi, Judy Zebraheit est un prédateur spirituel. Pour faire passer ces méthodes jugées brutales, le soir, Ramtha organise des fiestas bien arrosées. Les adeptes se détendent.
La grande prêtresse elle-même se laisse parfois aller. Des stages qui resserrent les liens entre les participants, mais les coupent du monde extérieur. Ça te rend complètement inhumain. Ça t'isole du reste de la société. Et si en plus tu rajoutes à ça le scénario de la fin du monde, on finit par croire qu'on est des élus, une race supérieure. On se dit qu'on sera les seuls survivants en charge de ce nouveau monde. Séminaires vendus à bon prix, épreuves qui rendent les adeptes captifs. Si David ne verse plus 1 centime à la communauté, les stages de Ramtha, eux, affichent toujours complet. À combien se monte la fortune de la grande prêtresse? Judy Knight a-t-elle trouvé le bon filon pour s'enrichir? Nous obtenons l'autorisation exceptionnelle de la rencontrer dans ses appartements privés. Mais interdiction de poser les questions qui fâchent. Judy Knight préfère nous raconter la légende fondatrice de l'entreprise, sous l'étroite surveillance de son état-major, qui filme l'entretien. Cet après-midi-là, cette chose est apparue dans ma cuisine. Mon mari mettait la table et les verres se sont renversés tout seuls. La chose est apparue et elle nous a donné son nom. On n'était pas effrayés, mais on était sous le choc. Après ça, il est apparu 3 autres fois. Il nous a annoncé des prophéties qui se sont réalisées. On a pensé que c'était un ange. On était persuadés que c'était un ange. Nous ne parviendrons pas à savoir combien cette légende a rapporté à la prêtresse. Une chose est sûre, son ranch est luxueux. Piscine d'intérieur, décoration rococo surchargée. Il y en a pour une fortune, et c'est l'argent des adeptes. Selon nos estimations, chaque stage rapporterait plus de 400 000 €. Judy Knight serait multimillionnaire. Et comme beaucoup de grosses fortunes, la prêtresse dispose d'une photo en compagnie de Michelle Obama, la femme du président américain. Une faveur parfois accordée à ceux qui ont fait un don à sa campagne électorale. Notre intérêt pour la photo dérange, Judy Knight en a assez. Fin de la visite, d'un geste, elle nous demande de partir. Aux États-Unis, Ramtha est considérée comme une école de pensée. Mais en France, l'organisation inquiète les autorités. Paris, 15 juin dernier, à la mission de surveillance des dérives sectaires, un organisme qui dépend de Matignon. Chaque année, un rapport est publié, la liste des communautés à surveiller. Et cette année, l'une de celles qui inquiète le plus, c'est justement Ramtha. Le groupe serait déjà en train de s'implanter en France. Les réunions que nous avons eues en préfecture de Carcassonne puis de Perpignan montrent bien qu'il y a une implantation de ce mouvement Ramtha pour faire de plus en plus d'adeptes. Donc nous devons le surveiller, nous devons être extrêmement vigilants et parer à toute éventualité. Pour Georges Fenech, ces mouvements sectaires apocalyptiques peuvent avoir une influence dramatique sur leurs membres. Elles favoriseraient des tendances suicidaires. On voit bien qu'il y a une préparation effective à cette idée de la fin imminente du monde. Vous savez, quand des gens se persuadent de cela, ils sont totalement sous une emprise qui peut les conduire à des actes de désespoir ou le sentiment de devoir passer dans une autre vie, comme on l'avait vu avec l'Ordre du Temple solaire. Le massacre de l'Ordre du Temple solaire, un événement dramatique survenu en 1995. 2 adeptes qui se préparaient à la fin du monde assassinent d'une balle en pleine tête 14 fidèles avant de se suicider. Les corps sont retrouvés carbonisés dans une forêt du Vercors. Si rien ne permet d'affirmer que Ramtha prend le même chemin, le mouvement inquiète. Les adeptes suivent à la lettre les ordres de la grande prêtresse. Et en France, les disciples de Ramtha se tiennent prêts. Retour dans le sud de la France, à une centaine de kilomètres de Bugarache et de sa montagne, soi-disant sacrée. C'est dans cette région qu'habite la représentante française de Ramtha. Nous l'appellerons Barbara, elle est sans profession. Barbara tient à garder l'anonymat. Ramtha France est dans le collimateur des autorités. Ce mouvement sectaire aurait une centaine d'adeptes dans notre pays.
il nous enseigne la connaissance et les moyens de devenir autonome. Je sais que si demain, pour une raison ou pour une autre, il se passe un problème dans notre pays, je ne serai pas une victime à attendre que le gouvernement déploie ce qu'il peut encore déployer pour aider ses citoyens. Avec ses propres réserves, Barbara affirme avoir de quoi tenir 2 ans en cas de catastrophe. Et elle entretient ses stocks. Donc voilà, c'est pas difficile. Il y a des pâtes. Autant prendre les pâtes qui prennent le moins de temps pour cuire, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup d'énergie pour faire chauffer. Donc des vermicelles, des petites pâtelettes, des choses ou des pâtes avec la farine de riz. Ça se cuit très vite. Ça bourre le ventre, tout le monde est content. Du confit de canard comme ration de survie. Voilà comment elle adapte les préceptes de Ramta aux traditions du Sud-Ouest. À chaque fois que je fais des courses, j'achète un peu plus pour mettre de côté. Que ce soit des pâtes, que ce soit des féculents, enfin des choses qui tiennent au ventre, du riz. Il y a même des supermarchés qui proposent des choses en grande quantité, enfin je veux dire en plusieurs kilos, etc. Donc c'est très très pratique. Et puis j'achète aussi des petites choses que j'aimerais bien manger si un jour je me retrouvais coupée du monde parce que j'ai plus d'essence pour aller voir mes amis. C'est le confit de canard. Ça fait du bien. Ça passe toujours. Donc c'est ce que j'achète en priorité. Allez, j'en achète pour demain et j'en achète pour un jour si jamais j'en ai besoin. Car il faut pouvoir se nourrir pendant l'apocalypse et surtout se protéger. Chez les adeptes de la fin du monde, la mode est au bunker. Le problème, c'est qu'il faut un permis de construire, difficile à obtenir. Les adeptes préfèrent s'en passer. Autre avantage, la discrétion. En cas de catastrophe, les voisins ne viendront pas squatter leur bunker. Voilà pourquoi Barbara ne veut pas laisser filmer son abri. Mais elle a convaincu l'un de ses amis, Carlos, d'ouvrir les portes du sien près de Carcassonne. Interdiction toutefois de filmer l'extérieur. Carlos a construit son bunker en toute illégalité, 150 000 € de travaux, et pour ne pas éveiller les soupçons, il a fait croire qu'il enterrait une cuve d'eau, une installation qui ne nécessite aucun permis. Ça, c'est le seul moyen qu'on a trouvé officiel pour pouvoir faire des trous et des travaux sans que les gens se disent c'est la cuve à eau enterrée. Il n'y a aucune loi qui t'empêche et qui te demande une autorisation de faire une cuve à eau enterrée. Des 6 bunkers construits à ce jour par les adeptes de Ramta, c'est le plus vaste. Carlos l'a aménagé en appartement, 160 mètres carrés, au confort rudimentaire. Ça, c'est le local technique de mon bunker. En même temps, c'est la cuisine. Ici, d'abord, j'ai tout l'outillage qu'il me faut. Là, c'est une eau aspirante. Là, il y a le frigo, la cuisinière. Ça, c'est le groupe électrogène diesel qui fait de l'électricité. Là, c'est la douche. Pour accéder au salon, il faut ouvrir cette porte. Elle est étanche et peut résister, paraît-il, à un raz-de-marée. Ça, c'est la partie de survie. Là, s'il y a un vent qui passe par-dessus, je suis assuré ici de survivre là-dedans. Dans le salon, la seule décoration qu'il s'autorise, c'est la photo de Judy Knight, la grande prêtresse de Ramta. Ici, c'est la pièce où on vit. J'ai ici télé, téléphone, Internet, tout passe par satellite à l'extérieur. Carlos est très fier de nous montrer cette carte. Elle représente les zones qui seraient inondées par l'apocalypse. Ce genre de document farfelu pullule sur Internet. Il montre là les changements qui vont avoir lieu. Ça va bouleverser carrément toute la Terre. Et on peut voir qu'il va y avoir des grandes transformations. Il y a des continents entiers qui s'engouffrent, d'autres qui émergent. Bon, il y a des transformations, il y a des zones sécurisées, il y a des endroits où il fera à peu près bon à être pendant tous ces changements, puis d'autres où c'est dangereux. Mais on voit déjà que le Japon n'existe plus sur cette carte. Le Japon devrait disparaître. Et la France dans tout ça? Elle serait aussi submergée par les flots, sauf les Alpes, les Pyrénées
et les corbières. Carlos et Barbara, la représentante de Ramta, devraient faire partie des rescapés. Ils y croient dur comme fer. Selon Ramta, on va rester 2 milliards sur la Terre. On est 7 milliards. Il semble que 5 milliards vont disparaître. C'est cruel, mais c'est vrai. C'est comme ça. En attendant la fin du monde, les adeptes de Ramta organisent leur vie d'ermite. Cet univers peut traumatiser des esprits vulnérables. Ceux qui en réchappent n'en ressortent jamais totalement indemnes, ni psychiquement, ni financièrement. Nous sommes à Sète, près de Montpellier. Sonia Jougla est psychologue clinicienne. Son champ d'intervention, ce sont les victimes des dérives sectaires. Voilà plus de 35 ans qu'elle aide ses patients à se sortir des griffes de ces manipulateurs en tout genre. Et avec l'arrivée de 2012, elle a de plus en plus de travail. L'après-apocalypse, qui n'a pas eu lieu, c'est extrêmement difficile pour les adeptes. Souvent, ils décompensent, parfois on les retrouve à l'hôpital psychiatrique, parfois ils osent passer la porte d'un psy et demander de l'aide. C'est une pathologie qui est exactement l'équivalent des gens qui ont pu être enfermés dans une prison ou enfermés dans un asile et qui, lorsqu'ils sortent, sont complètement paumés, complètement perdus et qui ne savent absolument pas comment se retrouver dans la vie et vivre. Ils ne savent plus vivre dans la vie normale. Ce matin, elle nous fait rencontrer 2 anciennes adeptes. Voilà, je ferme la porte. Bonjour, ça va? Voici Irène. Elle a passé 30 années dans un mouvement apocalyptique. Clémentine, elle, préfère rester anonyme. Elle a vécu 15 ans dans le même mouvement sectaire qu'Irène. À l'époque, ces 2 femmes étaient obnubilées par un seul objectif, se préparer à la fin du monde. Elles y ont tout perdu. Avec le temps, elles arrivent à feuilleter l'album photo de leur cauchemar. Ça, c'est lui en 2003, voilà. Leur ancien maître à penser, le voici. À l'époque, Irène a 19 ans. Quand elle croise la route de cet homme, elle est en pleine détresse. Ce manipulateur se présente comme un guérisseur. Moi, j'étais en grande déprime. Donc, quand ma mère lui a demandé de l'aide, lui, il a dit qu'il pouvait faire quelque chose pour nous, voilà. Et en fin de compte, c'est là qu'il a commencé à avoir de l'emprise, forcément, parce qu'on s'est dit... pourquoi pas lui faire confiance, voilà. Et puis après, il a commencé à nous parler de sa croyance, quoi, de ses croyances. La technique d'embrigadement, mélanger croyances issues des Templiers, satanisme et discours apocalyptiques. Les 2 femmes se font prendre au piège. Ce pseudo-guide spirituel a alors des relations sexuelles avec chaque femme de son groupe et obtient en plus qu'elles l'entretiennent financièrement. Les 2 femmes engloutissent toutes leurs économies en voitures, en montres de luxe et même en armes. Il nous a persuadés aussi qu'on était des élus et qu'on avait une mission à accomplir. Voilà, bon, donc il faut continuer, il faut en passer par là. Vous aviez peur de l'apocalypse? Mais ça fait peur. Mais vous en aviez peur? Moi, je n'avais pas peur. Jouer là-dessus? Oui. Oui, il jouait là-dessus. Oui, parce qu'il fallait en fait Être pur. Il fallait être pur, pur, il fallait aussi se préserver de tout ce qui allait arriver. Un fonctionnement similaire à celui du groupe Ramta. Une emprise mentale, des versements d'argent et surtout un discours délirant. Pour couronner le tout, le maître persuade les 2 femmes qu'il est à la recherche d'un trésor destiné à sauver l'humanité. Pas n'importe où évidemment, près de la fameuse montagne de Bugarache, lieu de tous les délires. Passage obligé pour tout pèlerin de l'Apocalypse. Irène a accepté de revenir dans cet endroit qui l'a marqué à jamais. 14 ans ont passé, mais ses souvenirs sont encore très vivaces. Les anciens chemins ont beau être presque impraticables, après une demi-heure de marche, Irène arrive dans un de ces lieux de cette chasse au trésor, hallucinante. Voilà, donc ça c'est un des trous, enfin une excavation que nous avons creusée. L'entrée d'une ancienne galerie. Pendant 18 ans, à la pelle et à la dynamite, Irène a cherché son soi-disant magot au milieu de la montagne. On vivait dans une inconscience incroyable, tout simplement parce que lui, il disait, et il avait l'air persuadé du fait, qu'on était protégés par des forces divines, parce qu'on œuvrait pour sauver la Terre, en quelque sorte, quoi. C'est un résumé, hein. Un peu plus loin dans cette clairière, Irène retrouve l'ancien campement dans lequel elle a vécu avec les autres adeptes.
La cabane, la fameuse cabane, ça me fait quelque chose, ça me fait bizarre de rentrer là. Il y a même encore, voilà, il y a même encore des vestiges de presque de victuailles, en tout cas de pharmacie, voilà. On vivait là-dedans. Le groupe d'une douzaine de personnes y a vécu des mois entiers, hiver comme été, dans des conditions sommaires, coupés de leurs proches. À l'âge de 50 ans, à la suite de tensions qui font voler alors le groupe en éclats, Irène prend conscience de sa terrible histoire. Mais le choc est brutal. J'ai eu vraiment l'impression, quand je suis partie, d'un temps à part, d'un temps vide, je ne sais pas comment dire, d'une interruption presque, d'un intermède vraiment mais énorme dans ma vie, quoi. Et d'avoir, en fin de compte, oui, de m'être perdue pendant 30 ans, quoi. D'avoir erré pendant 30 ans, comme un zombie. On a été réduit en esclavage, je peux dire. Voilà. En 2004, elle porte plainte contre son mentor pour abus de faiblesse et escroquerie. La justice rendra un non-lieu, mais chez lui, les policiers découvrent un arsenal. Il est condamné en 2009 à 4 années de prison pour détention illégale d'armes à feu. Aujourd'hui, l'ancien gourou est retourné chez lui dans son village, où il tente de se faire oublier. Merci beaucoup. Visite chez lui en caméra cachée, nous faisons passer pour des touristes amateurs de sciences occultes. L'ancien manipulateur véhicule-t-il toujours ses thèses apocalyptiques? La conversation s'installe et une vingtaine de minutes plus tard, le voilà parti dans un grand délire. En tous les cas, la Terre, elle se fait à chatte. Vous avez vu, tremblement de terre, marée, etc. Moi, je crois que la seule apocalypse qu'il y aura, c'est celle qui va se déchaîner à cause de nous. Quand vous voyez les centrales atomiques, il suffit qu'il en pète une en France. C'est l'apocalypse, ça va être dangereux, ceci dit. Il vaut mieux avoir un flingue. Hein. Si vous êtes dans une ville, ça va être affreux. C'est-à-dire tous les voyous, s'il n'y a plus de police ni rien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des simulations qui ont été faites là-dessus. Hein. Il y en a que c'est le bordel, d'abord les flics ils penseront à leur famille. On pensait à la vôtre, et à vous. Mais ensuite, l'armée va s'emplier sur elle-même, va se bunkériser, et les gens seront à la merci de n'importe qui. Et ça, on ne vous le dit pas à la télé. Ces pensées inquiétantes ne l'ont donc pas quitté. Selon nos informations, il aurait toujours quelques adeptes. Aux États-Unis, la fin du monde pour certains n'est pas une théorie, mais une certitude. Alors mieux vaut se préparer. Nous sommes à Phoenix, en Arizona. Dennis, sa femme Danielle et ses 2 enfants s'entraînent depuis des mois pour survivre à 2012. On les appelle les survivalistes. Leur vie est bien réglée. Tous les week-ends au programme, visite à l'armurerie du coin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait s'exercer au stand de tir, ma femme et moi. D'accord. Dennis en est certain. Le 21 décembre 2012, ce sera le chaos. Il faudra se battre pour survivre. Alors il prend ses précautions. Je pense qu'il est très important de savoir manier les armes à feu pour se protéger en cas de catastrophe. Surtout qu'ici, tout le monde est armé. Alors, t'as mis dans le mille? Il y a quelques années, Dennis était cadre dans une entreprise de garde-meubles, jusqu'au jour où il découvre les théories apocalyptiques. Sa vie bascule, il abandonne son travail et décide de transformer sa maison en camp de survie. Nous avons un système pour purifier l'eau et des stocks de nourriture, et aussi des trousses de secours, des masques à gaz, pour lutter contre les radiations. On a aussi de la nourriture séchée. Ça, c'est mon masque préféré. Il protège des attaques nucléaires, biologiques et chimiques. En cas d'incendie, c'est vital pour ne pas respirer la fumée. Pareil en cas d'alerte chimique ou de fuite radioactive, ce masque me protégera d'à peu près tout. Chaque membre de la famille a le sien. Ses enfants, eux aussi, s'entraînent à survivre. C'est ton masque? Oui. Vas-y, mets-le. Vera, toi aussi, tu mets le tien? Oui. Kevin a un gros nez, hein. Et Vera a celui d'un éléphant. Hein, Vera? C'est un éléphant.
Ils savent comment les mettre, ils ont l'habitude. On les a bien entraînés. Mission accomplie. Toutes leurs économies sont passées. Et le plus surprenant est à l'extérieur. Sous cette grande bâche se trouvait la piscine de la famille. Dennis en a fait un jardin potager pour nourrir sa femme et ses enfants si les denrées venaient à manquer après la destruction du monde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la piscine en une sorte de serre. Et dedans, on a installé un jardin suspendu. On a des légumes fabuleux qui poussent toute l'année. En plus, ça demande beaucoup moins d'énergie. On utilise 90% d'eau en moins que dans une ferme classique. Ce jardin, c'est un élément essentiel pour assurer notre survie. Dennis a tout prévu pour le jour J. Il compte s'installer dans ces montagnes, à 2 heures de route. Ultime rempart face au désastre, pense-t-il. Ici, c'est un abri naturel. C'est là que nous irons si le pire des scénarios arrive. C'est un endroit parfait s'il pleut ou s'il neige, par exemple. Son abri anti-apocalypse, ce sera cette simple grotte. La famille s'y rend toutes les semaines. Ça amuse beaucoup son fils, un peu moins la petite dernière. N'aie pas peur. Papa et Kevin sont déjà dedans, tu vois bien. Oh, elle a peur. La grotte est devenue le terrain d'entraînement de la famille. Ramène les plus grosses pierres que tu trouves. On va faire un cercle avec et on va y faire du feu. Au programme aujourd'hui, comment allumer un feu sans briquet ni allumettes. Les anciens utilisaient le silex, les survivalistes, eux, ont opté pour le magnésium. Ça tient dans la main, je l'ai tout le temps dans la poche. Ça ne risque pas d'exploser. Ça va durer longtemps et en plus on pourra faire du feu même quand ce sera humide. Théoriquement, ça marche, mais visiblement, Dennis n'a pas encore la technique. Allez, allez, allez. C'est pas facile. On fait ce qu'on peut. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner. Plus on y passera de temps, meilleur on sera. S'il ne gagne pas la guerre du feu en 2012, Dennis pourra se rabattre sur un autre gadget qui fait fureur chez les adeptes de l'apocalypse. Ce four solaire, acheté 100 € en grande surface. On peut faire cuire ce qu'on veut avec. Si on attrape un lapin, un oiseau, tout ce qui sera comestible. En plus, un four comme ça, c'est solide. Ça peut durer une vingtaine d'années. 1 heure plus tard, le repas est enfin servi. Dennis est ravi. Il est presque prêt pour 2012. Reste à espérer que ce jour-là, il fasse beau. Mais pour survivre à l'apocalypse, d'autres voient les choses en beaucoup, beaucoup plus grand. Direction le Kansas, à 18 heures de route. Voici Larry, un autre survivaliste, mais dans la catégorie homme d'affaires. Cet ancien informaticien a cassé sa tirelire il y a 3 ans pour faire une acquisition hors norme. Il s'est offert une ancienne base militaire pour 180 000 €. Vu de l'extérieur, un simple terrain vague, mais sous terre, un dédale de galeries et de salles. L'armée américaine y stockait des missiles nucléaires. Son projet complètement fou, transformer le sous-sol en appartement. Là où nous sommes, sous cette dalle, c'est la base de lancement des missiles. Il y a 60 mètres de profondeur. Aujourd'hui, Larry a rendez-vous avec l'entrepreneur qui doit construire la dizaine de logements bunkers destinés aux familles angoissées par l'approche de la fin du monde. Regardez le poids de cette porte en acier. Il n'y a pas d'endroit plus sécurisé qu'ici, à part peut-être un sous-marin au fond de l'océan. Les appartements seront aménagés ici, dans ce puits de lancement où étaient positionnés les missiles nucléaires. Vous voyez, c'est très large. Bon, d'accord, c'est un peu rongé par la rouille, mais nous allons enlever tout ce qui est abîmé. On va remettre tout ça à neuf. Les câbles, les structures métalliques. Je vous promets qu'une fois rénové, ça sera impressionnant. Son projet immobilier lui coûterait 7 millions €. Et voilà à quoi il pourrait ressembler.
La piscine est ici au fond. Là, il y a une salle de gym. Juste au-dessus, à ce niveau, c'est le théâtre et le salon. Là, la bibliothèque. Et dans les étages supérieurs, on va installer les appartements privatifs. On voudrait que la vie soit la plus normale possible dans ces conditions extrêmes. Si vous pouvez continuer à vivre normalement quand les choses tournent mal, alors vous pourrez éviter la dépression, être positif, et donc avoir plus de chances de survivre longtemps. Mais le hic, c'est que Larry n'a pas l'argent pour financer les travaux. Il vend sur plan les appartements. Il aurait vendu le premier pour la bagatelle d'1 200 000 €. Le bunker verra-t-il le jour avant l'apocalypse? Un pari difficile. Il ne lui reste que quelques mois. Et pour couronner le tout, dans ces vieux blocos, rien que pour changer une ampoule, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Faut que je trouve pourquoi il n'y a pas d'électricité. Il y en a toujours eu ici. Qu'importe les embûches, le 21 décembre 2012, Larry compte bien être dans son bunker, en famille, prêt pour la fin du monde. Je vais prendre des vacances pour venir ici. Je vais rester et attendre. Peu importe ce qui se passera. J'espère qu'il n'y aura rien, mais pourquoi tenter le diable? Face à la montée de ces idées délirantes, la riposte s'organise. Retour en France, en région parisienne, à l'Observatoire de Meudon. Fabrice Mottet est astrophysicien au CNRS. Il étudie les catastrophes naturelles qui pourraient survenir à l'échelle planétaire. Les théories apocalyptiques le font bien sourire. Il n'y a rien qui indique qu'il se passera quelque chose de spécial à l'échelle planétaire en 2012. Il n'y a pas plus de tremblements de terre maintenant qu'il y en avait avant. Par contre, on en est mieux informé. Puis c'est effectivement le fait qu'on en parle beaucoup, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Avant, quand il y avait un tremblement de terre en Iran, en Turquie ou au Japon, on le savait des semaines après, et puis de toute façon, on ne savait pas trop comment vivaient les gens là-bas. Maintenant, 1 heure après, on a des images. Ça change tout. Pour lutter contre ces peurs irrationnelles, son arme, c'est la parole, et sa cible, les adolescents. Un public facilement influençable par les discours sectaires. Ce matin, il est au lycée de Palaiseau. À ses côtés, Didier Jamet, un journaliste scientifique. On reçoit des questions toutes les semaines de personnes qui sont vraiment au bord de l'angoisse. Non seulement il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui ont cru de bonne foi, mais aussi beaucoup de gens que ça panique véritablement. Des gens qui sont en dépression, ils sont tout à fait prêts à imaginer qu'effectivement il peut se passer quelque chose pour le 21 décembre 2012. Des jeunes inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances pour bien interpréter ce qu'ils peuvent lire ou entendre, notamment sur Internet. La fin du monde, c'est un terme extrêmement vague. Qu'est-ce que c'est pour vous, la fin du monde? On meurt tous, ouais. Alors plus rien du tout. Alors vous voyez la différence? On meurt tous et plus rien du tout, c'est pas la même chose. Donc vous voyez que ce sont des notions très vagues et qu'il faut préciser. Les élèves n'arrivent pas toujours à faire la différence entre prophéties délirantes et théories scientifiques. Ils pourraient vite tomber dans les griffes d'un gourou. Il faut faire très attention à ne pas se faire piéger. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vous convaincre, dans un discours, il va commencer par vous raconter des trucs vrais et passionnants. Et puis à un moment, ça va partir. Et ça va partir dans le délire sur des trucs que vous ne savez pas, que parfois lui-même, la personne qui parle, ne maîtrise pas, mais il mélange la vérité scientifique et le démarrage dans le délire. Et c'est là qu'il faut faire attention. Fin du cours, une étape de plus vers une sensibilisation de ce phénomène. Pour ces scientifiques, il devient urgent d'agir en France pour calmer les esprits, pour qu'aucune paranoïa ne se développe au fur et à mesure qu'approche la date fatidique, le 21 décembre 2012.